Un avion se pose sur une île isolée, au bord de la fin du monde, pas dans un décor de victoire, pas dans une image héroïque, dans un Japon épuisé par la guerre, où même l'air semble chargé de honte, de poussière et de silence. L'homme qui descend de cet avion s'appelle Koichi Shikishima. Il porte l'uniforme d'un pilote kamikaze, mais il est vivant. Et dans le regard des autres, cette simple vérité ressemble déjà à une faute. Car dans l'univers de Godzilla Minus One, survivre n'est pas encore une chance. Survivre, c'est parfois revenir avec quelque chose d'invisible accroché à soi. Une dette, une peur, une question que personne ne veut entendre à voix haute. Pourquoi toi, tu es encore là? Le film de Takashi Yamazaki ne commence donc pas par Godzilla comme une attraction gigantesque. Il commence par un homme fissuré. Un homme qui aurait dû mourir selon la logique brutale de son époque, mais qui a choisi, ou peut-être subi, la possibilité de continuer. Et cette possibilité va devenir son enfer. Shikishima arrive sur l'île Dodo avec une excuse mécanique. Il dit que son avion a un problème. Les techniciens le regardent, l'examinent, comprennent rapidement que quelque chose ne colle pas. L'appareil n'est pas vraiment défaillant. La panne n'est pas dans le métal, elle est dans celui qui le pilote. Ce détail est essentiel, parce que le film plante ici sa vraie question. Avant même que le monstre sorte de l'océan, avant même que les bâtiments s'effondrent, avant même que le Japon voit surgir une nouvelle catastrophe, Godzilla Minus One nous demande ce qui reste d'un homme quand son courage a été défini par une mort qu'il n'a pas accomplie. Sur cette île, les soldats et les mécaniciens sont eux aussi au bord du gouffre. La guerre touche à sa fin, l'Empire s'écroule, les ordres perdent leur sens, mais la honte continue de tenir les hommes debout comme une barre de fer plantée dans le dos. Shikishima n'est pas simplement un lâche aux yeux de certains. Il devient le symbole d'un monde où l'individu n'a presque plus le droit d'exister autrement que par son sacrifice. Et puis, la nuit tombe. Ce qui arrive ensuite change brutalement la nature du film. Des bruits viennent de la mer. Quelque chose bouge dans l'obscurité. Les hommes de l'île connaissent des légendes, des rumeurs, un nom qui circule avec la peur des vieux récits, Godzilla. Mais ici, le monstre n'est pas encore cette silhouette immense que le public associe aux destructions de villes. Il apparaît d'abord comme une présence animale, rapide, sauvage, presque primitive. Il surgit comme une force impossible à classer, trop grand pour être un simple prédateur, trop réel pour rester un mythe. La scène fonctionne parce qu'elle enferme Shikishima dans une contradiction terrible. Les hommes sur l'île ont besoin de lui. Son avion est armé. Il pourrait tirer, il pourrait agir, il pourrait, pour une fois, transformer sa survie en geste utile. Mais devant Godzilla, son corps se fige. Ce n'est pas une hésitation spectaculaire, ce n'est pas un grand discours intérieur. C'est pire, c'est le blocage pur, immédiat, humiliant. Shikishima voit le monstre, il comprend le danger, il sait que des vies dépendent de lui, et pourtant il n'arrive pas à appuyer sur la gâchette. Dans beaucoup de films de monstres, la première apparition sert à impressionner. Ici, elle sert à condamner. Godzilla tue, détruit, écrase, mais la scène ne laisse pas seulement derrière elle des corps et des débris. Elle laisse une culpabilité presque insupportable. Parce que Shikishima survit encore une fois. Au matin, l'île n'est plus qu'un lieu de mort. Les hommes qui auraient pu être sauvés ne sont plus là. Et Sosaku Tachibana, l'un des mécaniciens, regarde Shikishima avec une haine froide. Pas une colère de combat, une colère de survivant qui ne trouve plus d'endroit où déposer sa douleur. Pour Tachibana, Shikishima a échoué 2 fois. Il n'est pas mort comme kamikaze. Il n'a pas tiré quand il le fallait. Dans ce regard, il y a toute la violence d'une époque qui ne sait pas encore distinguer la peur humaine de la trahison morale. Et c'est là que Godzilla Minus One affirme sa différence. Le monstre n'est pas seulement une menace extérieure. Il devient un miroir. Il révèle chez les hommes ce qu'ils portent déjà. Il n'invente pas la honte de Shikishima. Il la rend impossible à cacher. Quand Shikishima rentre au Japon, la guerre est terminée, mais le pays ne ressemble pas à une paix. Tokyo est dévasté. Les quartiers sont éventrés, les maisons sont réduites à des squelettes, les familles cherchent des absents qui ne reviendront jamais. Les survivants ne vivent pas vraiment. Ils occupent les ruines en attendant de savoir si un avenir peut encore exister. Le mot -1 prend alors tout son poids. Le Japon n'est pas à 0. Il est en dessous. Il ne repart pas d'une page blanche, mais d'une page brûlée, mouillée, déchirée.
Et Shikishima, lui aussi, revient en dessous de lui-même. Il ne rentre pas comme un homme sauvé. Il rentre comme quelqu'un qui a perdu le droit de se regarder sans trembler. Chez lui, il ne retrouve pas la chaleur d'une famille, il retrouve l'absence. Ses parents sont morts. Son ancienne maison est presque un fantôme. Et dans ce vide, une voisine, Sumiko, lui jette la vérité au visage. Elle a perdu ses enfants pendant les bombardements. Elle voit en lui un homme qui revient quand tant d'autres ont disparu. Sa colère n'a pas besoin d'être juste pour être compréhensible. Elle vient d'une douleur si grande qu'elle cherche une cible. Le film ne transforme pas immédiatement Shikishima en héros blessé que l'on devrait admirer. Il le laisse inconfortable, fragile, parfois presque absent de sa propre vie. C'est une décision forte, parce que le spectateur n'est pas invité à applaudir sa survie trop vite. Il doit rester avec cette question difficile. Que faire d'un personnage qui a peur, mais dont la peur est profondément humaine? Puis Noriko entre dans son existence. Elle n'arrive pas comme une solution romantique facile. Elle apparaît dans le chaos d'un marché avec un bébé dans les bras. Cet enfant, Akiko, n'est pas vraiment la sienne. Noriko l'a recueilli après la mort de sa mère. Dans un monde où chacun manque de tout, elle choisit quand même de porter une vie qui dépend d'elle. Cette rencontre pourrait sembler simple, presque domestique, mais elle change le centre émotionnel du film. Shikishima, qui revient d'un système où la valeur d'un homme était liée à sa capacité à mourir, se retrouve face à une femme qui prouve l'inverse. Pour Noriko, continuer à vivre, nourrir un enfant, reconstruire une maison, protéger un petit morceau de quotidien, tout cela a une dignité immense. Au début, Shikishima résiste. Il n'a pas demandé cette responsabilité. Il n'a pas demandé cette femme, cet enfant, ce fragile début de famille dans une ville détruite. Mais justement, le film montre que la vie ne demande pas toujours la permission avant de revenir. Elle s'installe dans un coin de ruine. Elle pleure la nuit. Elle réclame du riz. Elle oblige un homme brisé à faire un geste, puis un autre, puis encore un autre. Noriko et Akiko deviennent peu à peu une forme de foyer, mais un foyer précaire, construit sur des non-dits. Shikishima ne peut pas simplement devenir père, mari, travailleur, citoyen, comme si son passé n'existait plus. La nuit, les cauchemars reviennent. Odo revient. Le rugissement revient. Les hommes morts reviennent. Et surtout, le moment où il n'a pas tiré revient sans cesse. Comme une image gravée derrière ses yeux. Cette douleur intime donne à Godzilla Minus One une densité rare pour un film de kaiju. Le spectacle existe, bien sûr. La promesse du monstre est là. Mais le film prend le temps de poser une vérité. Une ville peut être reconstruite plus vite qu'un esprit traumatisé. Les murs remontent, les routes se remplissent, les marchés rouvrent, mais dans la tête de Shikishima, la guerre n'a pas signé d'armistice. Pour gagner de l'argent, il finit par accepter un travail dangereux, déminer les eaux autour du Japon. C'est une mission qui dit beaucoup sur l'après-guerre. Même quand les combats sont officiellement terminés, la mort reste cachée sous la surface. Les mines flottent, patientes, attendent un contact pour exploser. Comme la culpabilité de Shikishima. Sur le bateau, il rencontre des hommes qui vont compter dans la suite. Yoji Akitsu, le capitaine au tempérament direct. Kenji Noda, l'ancien ingénieur de la marine, plus réfléchi, plus technique. Et Shiro Mizushima, jeune homme qui n'a pas connu le front comme les autres et qui porte presque une frustration d'être arrivé trop tard pour prouver quelque chose. Ce groupe donne au film une autre énergie. Avec eux, Shikishima n'est plus seulement enfermé dans sa maison et ses cauchemars. Il entre dans une petite communauté de survivants, d'ouvriers, d'anciens soldats, d'hommes ordinaires qui nettoient les restes d'une guerre décidée par d'autres. Leurs échanges apportent parfois de la légèreté, mais jamais une légèreté gratuite. On sent que chacun utilise le travail, l'ironie ou la routine pour tenir debout. Noda, surtout, apporte une intelligence calme. Il comprend les mécanismes, les risques, les solutions possibles. Dans un autre film, ce personnage serait simplement l'expert. Ici, il représente quelque chose de plus important. L'idée que le Japon d'après-guerre ne peut plus compter sur des ordres suicidaires ou des slogans héroïques. Il doit compter sur des cerveaux, des mains, des gens qui veulent sauver des vies au lieu de les dépenser. Cette opposition va devenir capitale. Parce que pendant que Shikishima tente maladroitement de reconstruire une existence, la mère garde en elle une force qui grandit. Godzilla n'est pas resté un cauchemar d'île isolée. Le monstre revient, transformé, amplifié,
marqué par la puissance nucléaire. Il n'est plus seulement une bête surgie de la nuit. Il devient une catastrophe historique avec des jambes, une gueule, une peau impossible et une colère qui semble dépasser la simple logique animale. Le génie du film, c'est de faire de Godzilla une apparition rare mais écrasante. Chaque fois qu'il approche, l'histoire change de température. Les petites douleurs humaines ne disparaissent pas. Elles se retrouvent soudain placées devant une menace tellement énorme qu'elle paraît injuste, comme si un pays déjà ruiné devait encore payer une dette supplémentaire. Et pour Shikishima, cette menace a une signification encore plus intime. Godzilla n'est pas seulement le monstre qui attaque le Japon, c'est le témoin vivant de sa première grande paralysie. C'est l'image qui relie son passé de kamikaze manqué, la mort des hommes dodo, ses cauchemars, sa honte, et le risque de perdre la nouvelle famille qu'il commence à aimer malgré lui. Voilà pourquoi le titre est si cruel. -1, -1. Le film ne parle pas d'un pays qui tombe de la prospérité vers la catastrophe. Il parle d'un pays déjà détruit, déjà endeuillé, déjà humilié, à qui l'on retire encore quelque chose. Et il parle d'un homme qui n'a presque rien reconstruit, mais qui va devoir affronter la possibilité de tout perdre une deuxième fois. À ce stade, Shikishima ne sait pas encore ce qu'il deviendra. Il ne sait pas encore si vivre peut être autre chose qu'une punition. Il ne sait pas encore si Noriko et Akiko sont un salut, une responsabilité ou une douleur future qui l'attend au tournant. Mais le film, lui, prépare déjà l'étau. Dans les ruines, une famille fragile commence à respirer. Sur la mer, des hommes retirent les explosifs d'une guerre finie. Et quelque part, sous les vagues, Godzilla avance vers le Japon comme si l'histoire elle-même avait pris une forme monstrueuse. Quand il réapparaîtra vraiment, ce ne sera pas seulement Tokyo qui sera menacé. Ce sera la petite chance de Shikishima de croire, enfin, qu'il avait le droit de survivre. Approx Narration Words this part, 1 de 650, Pontael Progress, 3,250 13 000 words Crane Story Foction. Installer Tokyo comme espace de reconstruction fragile, montrer le foyer de Shikishima, puis faire revenir Godzilla comme menace nationale et intime. Next Continue Focus. L'attaque de Ginza, le choc public, Noriko en danger, et la culpabilité de Shikishima qui explose. Step in Progress, continue Ned Songso System. Structure Cinébastion suivie selon le fichier fourni. Narration Tokyo, après la guerre, ne se reconstruit pas comme dans un rêve de renaissance. Elle se reconstruit avec des planches récupérées, des toits fragiles, des repas trop maigres, des corps fatigués et une peur que personne ne sait vraiment nommer. La ville veut avancer, mais chaque rue semble encore se souvenir des flammes. Dans cet espace blessé, Shikishima tente d'habiter une vie qui ne lui paraît pas vraiment destinée. Il travaille, il rentre, il partage le quotidien de Noriko et d'Akiko, mais quelque chose en lui reste toujours à distance. Il est là physiquement. Il répare, il gagne de l'argent, il apporte de quoi manger. Pourtant, une partie de lui demeure sur l'île Dodo, devant le canon de son avion, au moment exact où il aurait dû tirer. Noriko le voit. Elle n'a pas besoin qu'il raconte tout. Elle comprend qu'il est suivi par une ombre. Mais elle ne le force pas à devenir immédiatement un autre homme. Sa présence agit autrement. Elle impose la vie par sa constance. Elle se lève, elle s'occupe d'Akiko, elle cherche du travail, elle remet de l'ordre dans ce qui peut l'être. Elle ne prononce pas de grandes théories sur l'espoir, mais chaque geste dit qu'un monde détruit ne doit pas forcément rester détruit. Akiko, elle, devient la preuve la plus simple et la plus brutale que l'avenir existe encore. Un enfant n'attend pas que les adultes aient guéri pour avoir besoin d'eux. Elle réclame de l'attention, de la nourriture, une présence, une tendresse. Elle oblige Shikishima à sortir de sa prison intérieure, même si ce n'est que pour quelques secondes à la fois, et c'est dans ces secondes que le film devient particulièrement fort. Car Shikishima n'est pas sauvé par un grand discours. Il est ramené vers la vie par de petites habitudes. Un repas, un regard. Une maison qui devient un peu moins froide. Une enfant qui s'attache à lui sans comprendre toutes les ruines qu'il porte. Le spectateur sent alors que le vrai suspense n'est pas seulement de savoir quand Godzilla va revenir. Le vrai suspense, c'est de savoir si Shikishima acceptera un jour d'être aimé. Mais le Japon de Godzilla -1 n'a pas le luxe d'une guérison tranquille. Sur la mer, le travail de déminage rappelle chaque jour que la guerre laisse des pièges longtemps après sa fin officielle.
Les hommes du bateau risquent leur vie pour nettoyer des eaux que personne ne regarde avec gratitude. Ils ne sont pas célébrés comme des héros. Ils font simplement ce qu'il faut faire pour que d'autres puissent vivre, pêcher, voyager, reconstruire. Cette idée traverse tout le film. Le vrai courage n'est plus dans la mort spectaculaire, mais dans la protection concrète des vivants. Et cette nuance va devenir le cœur moral de l'histoire. Mizushima, le plus jeune, apporte une énergie différente. Il n'a pas été broyé par la guerre comme les autres, et cette absence d'expérience le laisse presque frustré. Il veut participer, prouver sa valeur, être reconnu par ceux qui ont connu le front. Mais les anciens autour de lui savent quelque chose qu'il ne sait pas encore. La guerre n'est pas une épreuve romantique. Elle ne donne pas forcément un sens à la vie. Souvent, elle arrache simplement ce sens, puis laisse les survivants se débrouiller avec le vide. Akitsu, plus direct, plus rugueux, donne au groupe une solidité populaire. Il n'est pas là pour faire de grandes phrases. Il travaille, il commande, il réagit. Il apporte au film cette sensation d'hommes ordinaires qui ne se prennent pas pour des sauveurs, mais qui finissent pourtant par devoir faire face à l'impossible. Noda, lui, observe les choses avec une précision qui deviendra décisive. Ancien ingénieur, il comprend les armes, les navires, la logique des forces en présence. Mais son intelligence n'est pas froide. Elle est nourrie par l'expérience d'un pays qui a vu ou mené les décisions absurdes prises au nom de l'honneur. Chez lui, chaque plan semble porter une conviction silencieuse. Cette fois, il faudra survivre. Cette fois, il faudra protéger sans sacrifier inutilement. Pendant un moment, le film laisse croire que cette vie imparfaite pourrait tenir. Shikishima gagne mieux sa vie. La maison s'améliore. Noriko trouve une place dans un monde qui se remet debout. Akiko grandit dans ce foyer étrange, né du hasard, de la perte et d'un besoin mutuel. Rien n'est officiellement nommé. Shikishima et Noriko ne forment pas un couple simple, déclaré, apaisé. Ils vivent comme une famille sans avoir encore réussi à se donner ce nom. Ce flou est beau parce qu'il correspond à leur époque. Après une catastrophe collective, les gens ne reconstruisent pas toujours selon des formes parfaites. Ils s'assemblent comme ils peuvent. Ils deviennent indispensables les uns aux autres avant d'avoir les mots pour l'admettre. Mais Shikishima garde une barrière. Il refuse parfois la tendresse comme s'il ne la méritait pas. Il hésite devant l'idée d'épouser Noriko, non par manque d'amour, mais parce qu'il se voit encore comme un mort en sursis. Dans son esprit, construire un avenir serait presque une imposture. Comment promettre une vie quand on se considère déjà condamné par son passé ? Cette incapacité à accepter le bonheur rend le personnage douloureusement humain. Il ne rejette pas Noriko parce qu'il est indifférent. Il la tient à distance parce qu'elle représente précisément ce qu'il a peur de perdre. Plus il l'aime, plus le monde devient dangereux. Plus Akiko l'appelle comme une figure paternelle, plus sa culpabilité prend un poids nouveau. Avant, Shikishima avait peur de mourir. Maintenant, il commence à avoir peur de vivre assez pour aimer, puis de voir cet amour détruit. Et c'est là que Godzilla revient dans l'horizon du récit. Au large, des navires sont attaqués. Des informations inquiétantes circulent. Quelque chose de gigantesque se déplace. Le monstre n'est plus seulement le souvenir d'Odo. Il devient une menace repérable, mesurable, approchante. Et pour le spectateur, cette progression est redoutable. Parce que le film nous a laissé le temps de nous attacher à ce que Godzilla peut écraser. C'est une règle essentielle du cinéma de destruction. Un bâtiment qui tombe impressionne, mais une vie construite à l'intérieur de ce bâtiment bouleverse. Godzilla Minus One comprend cela parfaitement. Avant d'offrir le chaos, il nous donne des visages, des repas, des tensions domestiques, des regards retenus. Il nous fait sentir le prix de chaque mur. Quand le bateau de Shikishima et de ses compagnons est envoyé face à la menace, l'échelle change d'un coup. Ces hommes ne sont pas une armée triomphante. Ils ne sont pas équipés pour affronter un dieu de destruction. Ils ont un navire de travail, de l'expérience, quelques armes, du courage, mais surtout une compréhension très claire de leur vulnérabilité. Godzilla, lui, apparaît désormais transformé par la puissance nucléaire. Son corps porte une texture de cauchemar, une masse qui semble à la fois organique et catastrophique. Il n'est pas seulement grand, il est anormal. Il donne l'impression d'être une blessure du monde qui aurait appris à marcher. La scène en mer est capitale, car elle montre que la menace dépasse tout ce que les personnages peuvent contrôler.
Les mines, les armes, les manœuvres, tout paraît soudain minuscule face à lui. Pourtant, ces hommes essaient. Ils improvisent, calculent, risquent leur vie. Leur courage n'est pas celui de soldats envoyés vers une mort glorieuse. C'est celui de travailleurs qui comprennent qu'ils sont peut-être le seul obstacle entre le monstre et la population. Shikishima se retrouve une nouvelle fois devant Godzilla. Et le film fait peser tout au dos sur ce moment. Ce n'est pas une simple répétition de danger. C'est une seconde confrontation avec la même terreur intime. Le monstre est plus grand, la mer plus vaste, les enjeux plus évidents, mais la question demeure. Shikishima va-t-il encore rester paralysé? Il agit davantage qu'avant. Il participe. Il ne se contente plus de fuir. Mais cela ne signifie pas qu'il est guéri. Le traumatisme ne disparaît pas parce qu'une scène demande du courage. Le film évite cette facilité. Shikishima peut avancer, puis retomber. Il peut sauver une situation, puis être dévoré par le souvenir de celle qu'il n'a pas sauvée. La tension monte lorsque Godzilla démontre sa capacité de destruction avec une violence presque surnaturelle. Ce n'est plus seulement sa taille qui terrifie, c'est ce qu'il peut libérer. Son souffle atomique n'est pas traité comme un simple pouvoir spectaculaire. Il est filmé comme une catastrophe absolue, une concentration de feu, de pression et d'anéantissement. Quand il prépare cette attaque, tout semble se contracter autour de lui, puis le monde se déchire. Dans le contexte du Japon d'après-guerre, cette image ne peut pas être neutre. Le film n'a pas besoin d'expliquer lourdement son symbole. Il suffit de voir cette puissance s'abattre sur un pays déjà marqué par la destruction pour comprendre que Godzilla porte en lui une mémoire historique immense. Il est le monstre, bien sûr. Mais il est aussi la forme fantastique d'un traumatisme collectif que personne ne peut simplement ranger dans le passé. Après cette confrontation, les survivants comprennent que le danger n'est pas local. Il ne s'agit pas d'un accident maritime ou d'une créature isolée. Godzilla peut atteindre les villes. Il peut entrer dans le cœur économique et humain du Japon renaissant. Il peut briser ce qui venait à peine d'être reconstruit. Et cette menace arrive au pire moment pour Shikishima, parce que sa vie commence enfin à prendre forme. Noriko travaille à Ginza, symbole d'un Japon qui tente de retrouver une modernité, une activité, une circulation normale. Ginza n'est pas seulement un décor urbain, c'est un signe. Là où les ruines commencent à laisser place aux vitrines, aux bureaux, aux rues plus vivantes, le pays essaye de se convaincre que la catastrophe appartient déjà à hier. Mais Godzilla Minus One ne laisse pas cette illusion intacte. Le film rapproche alors deux forces opposées. D'un côté, la reconstruction intime de Shikishima, fragile, maladroite, presque honteuse. De l'autre, la marche d'un monstre capable d'effacer en quelques minutes ce que les humains mettent des années à relever. Ce contraste donne au récit sa cruauté. Godzilla ne frappe pas un Japon abstrait. Il frappe des efforts, des commencements, des liens encore trop jeunes pour résister. Shikishima, lui, sent l'étau se refermer. Chaque information sur le monstre réveille sa faute originelle. Chaque signe de danger transforme son foyer en cible possible. Et plus Noriko essaie de croire à un avenir, plus lui paraît convaincu que le passé va revenir le punir. C'est ce qui rend leur relation si poignante. Noriko ne représente pas seulement l'amour. Elle représente la possibilité d'un monde où Shikishima ne serait pas défini par son pire instant. Elle veut qu'il vive non pas comme un homme qui a échappé à la mort par erreur, mais comme quelqu'un qui a encore quelque chose à donner. Mais accepter cette idée demanderait à Shikishima de trahir la voie de la honte qui le poursuit depuis le début. Il faudrait qu'il admette que survivre n'était pas nécessairement une lâcheté, que mourir n'aurait pas réparé la guerre, que protéger Akiko, aimer Noriko, travailler avec ses compagnons, tout cela peut avoir plus de valeur qu'un sacrifice imposé par un système déjà effondré. Le problème, c'est que Shikishima n'en est pas encore là. Il avance, oui, mais il avance comme un homme qui marche sur une glace fragile. Un pas de trop et tout peut se briser. Le spectateur voit bien que Noriko et Akiko sont en train de devenir son ancrage. Mais dans un film comme celui-ci, un ancrage peut aussi devenir ce que le destin menace d'arracher. Alors, quand Godzilla se dirige vers la ville, la peur n'a plus rien de théorique. Le monstre apporte avec lui la possibilité d'un second effondrement. Pour le Japon, pour Tokyo, pour Ginza, pour Noriko. Et pour Shikishima, la question revient avec une violence nouvelle. S'il se retrouve encore devant le monstre,
Sera-t-il capable de sauver ceux qui comptent sur lui? Ou devra-t-il survivre une troisième fois, avec une culpabilité plus lourde que toutes les précédentes? Ginza respire comme une promesse. Dans ce quartier, le Japon tente de se convaincre que la guerre appartient enfin au passé. Les rues retrouvent du mouvement. Les immeubles se redressent. Les bureaux rouvrent. Les tramways, les passants, les vitrines, les conversations ordinaires, tout semble dire la même chose. Peut-être que la vie peut recommencer. C'est précisément pour cela que l'arrivée de Godzilla dans Ginza est si violente. Il ne détruit pas seulement des bâtiments, il détruit une illusion. Il marche au milieu d'un pays qui venait à peine d'oser relever la tête, et chaque pas transforme l'espoir en poussière. La ville n'a pas encore eu le temps de redevenir forte. Elle est comme une cicatrice fraîche que l'on rouvre sans pitié. Noriko se trouve là, au cœur de cette zone vivante, active, moderne. Elle travaille, elle circule, elle appartient à ce Japon qui refuse d'être uniquement défini par ses ruines. Et son importance, à ce moment du film, dépasse son rôle dans la vie de Shikishima. Noriko incarne la reconstruction civile, la dignité du quotidien, l'idée que les survivants ont le droit de chercher autre chose que la peur. Puis Godzilla apparaît. Sa silhouette dans la ville provoque une rupture immédiate. Tout ce qui semblait solide devient soudain fragile. Les façades, les voitures, les rails, les rues entières, tout perd sa logique humaine devant ce corps impossible. Il ne se contente pas d'avancer. Il impose une échelle où les efforts des hommes paraissent presque dérisoires. Le film comprend que la terreur de Godzilla ne vient pas seulement de sa taille. Elle vient de son indifférence. Il ne déteste pas les gens qui l'écrasent. Il ne négocie pas. Il ne menace pas pour obtenir quelque chose. Il existe, il avance, il détruit, et cette absence de dialogue rend sa présence encore plus écrasante. Face à lui, l'humanité ne peut pas plaider sa cause. Shikishima se précipite dans Ginza avec une peur qui n'est plus abstraite. Cette fois, le monstre n'est pas loin de lui dans une île militaire ou au large sur la mer. Il est là où Noriko peut mourir. Là où la petite structure de vie qu'il avait commencé à accepter peut être pulvérisée. La ville devient alors un champ de panique. Les habitants fuient dans toutes les directions, mais comment fuir quelque chose qui transforme l'espace lui-même en piège? Les rues, qui servaient à circuler, deviennent des couloirs de mort. Les immeubles, qui représentaient la reconstruction, deviennent des masses prêtes à s'effondrer. Le progrès matériel du Japon renaissant se révèle terriblement vulnérable. Au milieu de ce chaos, Shikishima cherche Noriko. Et cette recherche donne à la destruction une intensité intime. Le spectateur ne regarde plus seulement une ville attaquée. Il regarde un homme qui essaie de rejoindre la personne qui lui a presque appris à vivre. Chaque seconde compte. Chaque mouvement de foule peut les séparer. Chaque rugissement de Godzilla rappelle que l'échelle du désastre dépasse tout ce qu'un individu peut maîtriser. Quand Shikishima retrouve Noriko, le film touche quelque chose de profondément tragique. Car leurs retrouvailles ne sont pas un moment de sécurité. Elles ont lieu au milieu d'un monde qui s'effondre. Noriko n'a pas seulement peur pour elle. Elle comprend ce que sa disparition ferait à Akiko. Elle comprend aussi ce que Shikishima deviendrait s'il devait encore survivre à quelqu'un qu'il aurait voulu protéger. Mais Godzilla Minus One ne laisse pas longtemps cette fragile réunion respirer. La menace monte jusqu'à l'un des moments les plus brutaux du film, le souffle atomique à Ginza. Avant même l'explosion, il y a cette préparation terrifiante dans le corps du monstre. Ses plaques dorsales se chargent, l'énergie circule comme si une catastrophe se formait de l'intérieur. La ville semble retenir son souffle avec lui. Puis la puissance se libère. Ce n'est pas une simple attaque de monstre, c'est une image d'anéantissement total. La lumière, la pression, la vague de choc, tout donne l'impression que le monde vient d'être arraché de ses fondations. Le souffle atomique de Godzilla ne ressemble pas à un gadget fantastique. Il ressemble à une mémoire nucléaire transformée en arme vivante. Dans cette scène, le film retrouve l'essence la plus sombre du personnage de Godzilla. Il est le monstre né d'un traumatisme moderne, un cauchemar qui mélange la nature, la guerre, la science, la punition et l'impuissance humaine. Et parce que Godzilla Minus One se déroule dans un Japon qui sort à peine de la Seconde Guerre mondiale, chaque image de destruction porte une résonance historique lourde, même quand le film reste concentré sur ses personnages. Shikishima et Noriko courent. Ils essaient de survivre à l'impossible.
Pendant un instant, l'instinct prend le dessus sur tout. Courir, protéger, respirer, ne pas tomber. Mais le film prépare une blessure que Shikishima ne pourra pas esquiver. Noriko le pousse hors de danger. Ce geste est rapide, terrible, presque irréel. Elle comprend que la vague va les atteindre. Elle choisit de le sauver. Elle le projette loin d'elle. Et l'instant suivant, elle disparaît dans la violence de l'explosion. Pour Shikishima, c'est comme si le monde se refermait. Toute sa culpabilité, jusque-là liée à Odo, à la guerre, à son rôle de kamikaze manqué, se condense soudain dans cette perte. Il avait survécu quand d'autres étaient morts. Il avait survécu à Godzilla une première fois. Il avait commencé à aimer. Et maintenant, encore une fois, il reste vivant, tandis qu'une autre personne paie le prix. Le film ne traite pas cette disparition comme une simple motivation héroïque. Il ne dit pas « maintenant, le héros va se venger ». La douleur de Shikishima est plus complexe. Elle ne le rend pas immédiatement fort. Elle l'écrase. Elle confirme, dans son esprit, la croyance la plus toxique qu'il portait déjà. Sa survie serait une malédiction pour ceux qui l'approchent. Il rentre avec une absence de plus. Et cette absence a un visage pour Akiko. L'enfant ne comprend pas les mécanismes de la guerre, de la honte, du traumatisme ou du sacrifice. Elle comprend seulement que Noriko n'est plus là. Elle comprend que l'adulte dont elle dépend porte une douleur immense. Et dans cette simplicité, le film devient encore plus cruel, parce que la catastrophe de Ginza n'est pas terminée quand les débris cessent de tomber. Elle continue dans une maison, dans les questions d'une enfant, dans le silence d'un homme qui ne sait plus comment rester debout. Shikishima est renvoyé à son pire état. Avant Noriko, il était un survivant incapable de s'accorder la moindre paix. Avec elle, il avait commencé à croire à une forme de foyer. Après Ginza, ce foyer semble puni d'avoir existé. La voisine Sumiko, qui l'avait autrefois accueilli avec colère, prend alors une place importante. Elle aussi a perdu ses enfants. Elle aussi connaît le goût de la destruction. Mais son regard sur Shikishima change. Le deuil dans le film n'est pas une ligne droite. Les gens qui se jugeaient hier peuvent se soutenir demain parce que la souffrance finit parfois par reconnaître sa propre image chez l'autre. Sumiko s'occupe d'Akiko. Elle devient une présence dure mais humaine, une forme de solidarité née non pas de la douceur facile, mais de la nécessité. Le Japon du film se reconstruit ainsi. Pas grâce à des institutions toutes puissantes, pas grâce à des sauveurs officiels, mais grâce à des voisins, des collègues, des survivants, des gens qui choisissent de ne pas laisser les plus faibles tomber seuls. Pendant ce temps, les autorités apparaissent limitées, presque absentes. Le pays est occupé, désarmé, fragile politiquement et militairement. Le film insiste sur une idée très forte. Face à Godzilla, ce ne sont pas les structures traditionnelles de puissance qui vont sauver le Japon. Ce sont des civils, des anciens militaires, des ingénieurs, des marins, des travailleurs. Des hommes marqués par la guerre, mais décidés à ne pas répéter sa logique sacrificielle. Cette dimension donne à l'histoire une identité particulière dans la mythologie Godzilla. Le monstre est gigantesque, mais la réponse humaine ne vient pas d'une armée triomphante. Elle vient d'un peuple cassé qui doit inventer une solution avec ce qui lui reste. C'est un cinéma de survie collective, pas seulement de batailles spectaculaires. Noda commence alors à réfléchir à un plan. Son intelligence devient indispensable parce que la force brute ne suffit pas. Les armes conventionnelles ont échoué. Les navires sont vulnérables. Les attaques directes ne font qu'exposer les hommes à la mort. Il faut penser autrement. Comprendre le corps de Godzilla, son poids, sa résistance, sa manière de se déplacer, son rapport à la mer. Le plan qui se dessine repose sur une idée audacieuse, utiliser la profondeur de l'océan contre lui. Si Godzilla est trop puissant à la surface, peut-être peut-on l'entraîner vers le fond, soumettre son corps à une pression extrême, puis provoquer une remontée brutale pour le détruire par différence de pression. Ce n'est pas un plan héroïque au sens traditionnel. C'est un plan d'ingénieur, de marin, de survivant. Une stratégie née de l'observation plutôt que de la fureur. Cette approche change tout. Car le film oppose clairement deux visions du courage. L'ancienne vision, celle qui a détruit Shikishima intérieurement, associait l'honneur à la mort. Il fallait se sacrifier, obéir, disparaître pour prouver sa valeur. La nouvelle vision, portée par Noda et les civils, cherche exactement l'inverse. Sauver le maximum de vies, refuser les pertes inutiles, donner à chacun une chance de revenir.
C'est ici que Godzilla Minus One devient presque une réponse morale à la guerre. Il ne dit pas seulement que les monstres doivent être combattus. Il dit que la manière de combattre compte. Si le Japon affronte Godzilla en répétant les mêmes logiques qui ont envoyé des jeunes hommes mourir sans retour, alors même une victoire aurait un goût de défaite. Pour gagner vraiment, il faut protéger la vie jusque dans la stratégie. Mais Shikishima, lui, n'est pas encore prêt à accepter cette philosophie. La mort apparente de Noriko le ramène vers la tentation du sacrifice. Dans son esprit, il n'a plus seulement une dette envers les hommes dodo. Il a une dette envers Noriko. Et cette dette, il croit pouvoir la payer avec sa propre vie. Le vieux poison revient, mourir pour réparer. Mourir pour être enfin digne, mourir parce que continuer serait insupportable. Le film rend cette tentation compréhensible sans la glorifier. Shikishima souffre tellement que la mort peut lui apparaître comme une sortie logique. Mais autour de lui, certains personnages portent une autre vérité. Akiko a besoin de lui. Noriko, si elle l'a sauvé, ne l'a certainement pas fait pour qu'il parte se tuer ensuite. Et le Japon qui tente de se reconstruire n'a pas besoin d'un mort de plus. Il a besoin de survivants capables de vivre autrement. C'est cette tension qui prépare la dernière grande partie émotionnelle du récit. Shikishima possède une compétence rare, il sait piloter. Et cette compétence, dans un combat contre Godzilla, peut devenir décisive. Mais elle porte aussi la trace de son ancien rôle. Un pilote kamikaze dans un avion peut facilement redevenir l'instrument d'un sacrifice. La question n'est donc pas seulement tactique, elle est morale. Va-t-il utiliser l'avion pour mourir, enfin comme il croit qu'il aurait dû mourir? Ou va-t-il transformer cet héritage de mort en outil de sauvetage? Pour l'instant, il ne semble voir qu'une direction. Il accepte l'idée d'une mission finale avec une froideur qui trahit son désespoir. Il ne cherche pas seulement à vaincre Godzilla. Il cherche à rejoindre les morts, à réduire au silence la voix qui lui répète depuis le début qu'il n'aurait jamais dû revenir. Et dans cette obscurité, le film avance vers son plan le plus important. Godzilla reviendra. Les civils se prépareront, les bateaux seront mobilisés. Les hommes devront choisir entre la peur et l'action. Et Shikishima, lui, devra affronter plus que le monstre. Il devra affronter l'idée même que sa vie peut encore avoir de la valeur. Car la vraie bataille de Godzilla Minus One ne sera jamais seulement entre un pays et une créature géante. Elle sera entre deux héritages. Celui d'une guerre qui exigeait la mort et celui d'un avenir qui demande enfin aux survivants de rester vivants. Après Ginza, le Japon ne peut plus se mentir. Avant, Godzilla pouvait encore être traité comme une menace lointaine, une rumeur maritime, un cauchemar de survivants, un secret trop énorme pour entrer dans la vie quotidienne. Mais Ginza a tout changé. Le monstre a marché dans le cœur d'une ville en reconstruction. Il a frappé l'endroit même où le pays essayait de retrouver son visage moderne. Et quand la poussière retombe, il devient impossible de croire que cette catastrophe va disparaître d'elle-même. Ce qui reste, ce ne sont pas seulement des ruines supplémentaires, ce sont des témoins, des survivants, des familles détruites, des gens qui ont vu, de leurs propres yeux, une force capable d'effacer en quelques minutes ce que tout un peuple tente de rebâtir. Pour Shikishima, la catastrophe a une forme encore plus précise, l'absence de Noriko. Elle n'est plus là pour maintenir la maison dans une chaleur fragile. Elle n'est plus là pour répondre à Akiko. Elle n'est plus là pour forcer Shikishima, par sa simple présence, à envisager un futur. Et cette disparition apparente agit sur lui comme une confirmation monstrueuse. Tout ce qu'il touche finit par être repris. Tous ceux qui l'approchent risquent d'être punis par sa survie. Akiko devient alors son dernier lien avec le monde. Mais même ce lien le déchire. Chaque fois que l'enfant demande Noriko, chaque fois qu'elle cherche une présence qui ne revient pas, Shikishima est ramené à son impuissance. Il n'a pas protégé Noriko. Il n'a pas protégé les hommes dodo. Il n'a pas protégé ses parents. Il est vivant au milieu de ceux qu'il n'a pas su sauver. Et pourtant, Akiko a besoin de lui. C'est là que le film est cruel, mais profondément juste. La culpabilité pousse Shikishima vers la mort, tandis que l'enfant le tire vers la vie. Il veut disparaître pour payer sa dette, mais il ne peut pas ignorer cette petite fille qui l'appelle, qui dépend de lui, qui ne comprend pas les grandes blessures des adultes, mais qui sait reconnaître celui qui doit rester. Sumiko, de son côté, joue un rôle plus important qu'il n'y paraît. Au début, elle était la voix de l'accusation.
Elle reprochait à Shikishima d'être revenu vivant. Elle projetait sur lui la douleur d'avoir perdu ses propres enfants. Mais après Ginza, elle devient une forme de garde-fou. Elle ne se transforme pas soudain en personnage doux ou sentimental. Elle garde sa dureté. Mais cette dureté sert désormais à protéger Akiko, et peut-être aussi à empêcher Shikishima de s'abandonner complètement. Quand elle lui rappelle ses responsabilités, le film ne cherche pas à effacer sa souffrance. Il lui dit simplement qu'il n'a pas le droit de réduire sa vie à sa culpabilité. Il n'a pas le droit de faire d'Akiko une orpheline une seconde fois au nom d'une réparation qui n'en serait pas une. Pendant ce temps, Noda et les autres organisent la réponse contre Godzilla. Et cette réponse est l'un des grands choix narratifs du film. Dans une histoire plus classique, on attendrait une grande mobilisation militaire, des généraux, des tanks, des navires de guerre, une chaîne de commandement imposante. Mais ici, l'État semble dépassé, limité, incapable d'agir à la hauteur de la menace. Le Japon est encore dans une position fragile après la guerre. Les armes manquent, la souveraineté est compliquée, et le pays ne dispose pas d'une force officielle capable de régler la situation. Alors, ce sont les civils qui se lèvent, des anciens marins, des ingénieurs, des travailleurs. Des hommes qui ont connu la guerre, mais qui ne veulent plus être utilisés par elle. Ils ne se rassemblent pas pour mourir avec panache. Ils se rassemblent parce qu'ils ont compris que personne d'autre ne viendra à temps. Cette nuance donne au plan contre Godzilla une force particulière. Ce n'est pas une opération glorieuse, c'est une tentative désespérée, pensée par des gens qui savent exactement ce que coûte la mort. Beaucoup d'entre eux ont déjà perdu trop d'amis, trop de frères, trop de camarades. Le film ne les présente pas comme des hommes avides d'héroïsme. Il les présente comme des survivants qui refusent de laisser leur pays être écrasé une fois de plus. Noda expose alors son idée avec une logique presque chirurgicale. Godzilla est trop résistant pour être simplement bombardé. Sa puissance dépasse les armes disponibles. Mais son corps, immense, peut peut-être être soumis à des forces naturelles extrêmes. Le plan consiste à l'attirer en mer, à l'envelopper avec des câbles et des dispositifs flottants, puis à le faire plonger brutalement dans les profondeurs. Là, la pression de l'eau pourrait l'écraser. Si cela ne suffit pas, une remontée rapide pourrait provoquer une décompression violente. Ce plan est fragile. Il dépend de calcul, de coordination, de courage et d'un peu de chance. Mais surtout, il dépend d'une idée nouvelle. Il ne s'agit pas de jeter des vies contre le monstre. Il s'agit d'utiliser l'intelligence humaine, la coopération et la connaissance du terrain pour compenser l'absence de puissance militaire. Noda insiste sur un point essentiel. Cette mission ne doit pas être une mission suicide. Cette phrase pèse lourd dans le film, car dans le monde dont viennent ces hommes, beaucoup de missions étaient justement construites sur l'idée du sacrifice inévitable. On envoyait des pilotes mourir. On demandait aux soldats d'obéir jusqu'à l'absurde. On transformait la disparition des jeunes hommes en preuve d'honneur. Et maintenant, face à Godzilla, Noda refuse cette logique. Il veut que les hommes reviennent. Ce choix donne au film une dimension presque réparatrice. Le combat contre Godzilla devient une manière de corriger, symboliquement, la violence morale de l'ancien système. Cette fois, la bravoure ne sera pas mesurée au nombre de morts acceptés. Elle sera mesurée à la capacité de sauver, d'organiser, de survivre ensemble. Mais Shikishima, lui, ne reçoit pas ce message de la même façon. Pour les autres, le plan est une chance de défendre le pays sans répéter les erreurs du passé. Pour lui, c'est peut-être l'occasion de mourir enfin avec une raison claire. Il écoute, il participe, mais son regard porte autre chose. Une détermination noire. Il pense à Noriko, il pense aux hommes dodo, il pense à tous ceux qui sont morts pendant qu'il restait vivant. Dans sa tête, l'équation est simple et terrible. S'il détruit Godzilla en mourant, alors peut-être que sa survie aura enfin un sens. C'est là que le film place son personnage dans une zone morale dangereuse. Le spectateur comprend sa douleur, mais voit aussi l'erreur. Shikishima croit chercher la rédemption. En réalité, il risque de se soumettre une dernière fois à la vieille logique qui l'a brisée. La guerre lui a appris que mourir pouvait laver la honte. Godzilla lui offre une cible assez énorme pour rendre cette idée séduisante. Pour mettre son plan personnel en marche, il doit retrouver Tachibana, le mécanicien Dodo.
Tachibana est l'homme qui a survécu à la première attaque de Godzilla et qui a gardé contre Shikishima une rancune brûlante. Pour lui, Shikishima n'a pas seulement échoué. Il a laissé mourir des camarades. Il a regardé le monstre attaquer sans agir. Retrouver Tachibana, c'est donc pour Shikishima revenir devant le témoin le plus dur de sa honte. Leurs retrouvailles sont tendues parce qu'elles ne reposent pas sur une réconciliation facile. Tachibana n'a aucune raison d'accueillir Shikishima avec compréhension. Il porte lui aussi ses morts. Il porte lui aussi cette nuit dodo, cette image des corps détruits, cette colère qui a eu des années pour durcir. Quand Shikishima lui demande de réparer, ou plutôt de préparer, un avion capable de porter une charge explosive contre Godzilla, Tachibana comprend ce que cela signifie. Il voit que Shikishima ne cherche pas seulement une arme, il cherche une mort. Et la demande est presque insupportable, parce qu'elle réactive tout. Le kamikaze qui n'a pas accompli sa mission veut maintenant la terminer, mais contre un autre ennemi. La scène pourrait être jouée comme une pure revanche. Pourtant, elle est traversée par quelque chose de plus douloureux. Deux survivants enfermés dans des visions différentes du même traumatisme. Tachibana accepte finalement d'aider, mais pas sans faire sentir le poids de cette aide. Il donne à Shikishima l'accès à un avion, un appareil exceptionnel, pensé pour la vitesse, pour l'interception, pour une guerre qui s'est terminée avant que certaines machines puissent changer le cours des choses. Cet avion devient dans le récit une sorte de fantôme technologique. Un outil né de la guerre, récupéré pour un dernier affrontement contre une catastrophe qui dépasse la guerre elle-même. Le choix de l'avion est symboliquement puissant. Shikishima revient à ce qu'il a défini au départ. Un cockpit, une mission, une cible, une possible mort volontaire. Tout semble aligné pour qu'il répète enfin le destin auquel il a échappé. Mais Godzilla Minus One n'est pas un film qui accepte les symboles sans les interroger. Pendant que Shikishima prépare sa mission, les autres continuent de travailler à un plan collectif. Les bateaux doivent être coordonnés. Les équipages doivent être convaincus. Les câbles, les ballons, les explosifs, les trajectoires, tout doit fonctionner dans un laps de temps extrêmement court. L'opération repose sur des gens ordinaires qui acceptent de se placer devant l'impossible, mais pas par désir de mourir, par volonté de protéger. La différence entre Shikishima et le groupe devient alors de plus en plus nette. Les civils avancent vers un combat pour préserver la vie. Shikishima avance vers un combat pour justifier sa mort. Et cette contradiction donne à toute la préparation une tension profonde. Le plan contre Godzilla est déjà risqué. Mais le vrai danger intérieur, c'est que Shikishima transforme le moment décisif en suicide rédempteur, sans comprendre que ceux qui l'entourent ont précisément besoin qu'il revienne. Akiko, encore une fois, rend cette vérité impossible à ignorer. Dans les scènes domestiques, l'enfant rappelle au spectateur ce que Shikishima pourrait abandonner. Elle n'est pas une idée abstraite de l'avenir. Elle est là, concrète, vulnérable. Elle a déjà perdu sa mère biologique. Elle croit avoir perdu Noriko. Si Shikishima part sans retour, elle perd encore une figure qui l'a tenue en vie. Le film ne moralise pas lourdement. Il laisse les situations parler. Un homme peut avoir de très bonnes raisons de se haïr, mais cela ne signifie pas que sa mort aidera ceux qui restent. Parfois, vivre est la réparation la plus difficile. Beaucoup plus difficile que de se jeter dans une explosion. À mesure que la mission approche, l'atmosphère change. La ville blessée, la mer, les navires, les hommes mobilisés, tout donne l'impression d'un pays qui rassemble ses derniers morceaux de courage. Ce n'est pas une armée impériale qui se met en marche, c'est une communauté de survivants. Et cela rend l'affrontement à venir plus émouvant, car ceux qui vont affronter Godzilla ne sont pas protégés par un grand mythe national. Ils ne se battent pas pour une gloire abstraite. Ils se battent pour leur maison, leurs enfants, leurs morts, leurs rues, leur droit de ne pas être écrasés une nouvelle fois par une force plus grande qu'eux. Shikishima, lui, monte vers son destin avec un visage fermé. Il a confié Akiko. Il a accepté la possibilité de ne pas revenir. Il porte dans son silence une décision que les autres ne peuvent peut-être pas entièrement empêcher. Mais quelque chose dans le film commence déjà à résister à cette décision. La parole de Noda, la présence d'Akiko, la mémoire de Noriko, même la colère de Tachibana. Tous ces éléments entourent Shikishima comme des forces contraires. Elles ne lui disent pas seulement « détruis Godzilla ». Elles lui disent, chacune à leur manière,
Ne laisse pas la mort décider une fois de plus de ta valeur. Le combat final approche donc avec 2 batailles superposées. À la surface, il y aura les bateaux, les câbles, les explosions, le monstre, la mer, la pression, la stratégie. Mais au centre, il y aura un homme dans un avion, face à une question que toute l'histoire a préparée. Shikishima va-t-il mourir pour prouver qu'il méritait de vivre? Ou va-t-il comprendre, enfin, que survivre n'était pas sa faute, mais sa chance de protéger quelqu'un autrement? À l'approche de la bataille finale, Godzilla Minus One resserre tout autour d'une idée simple, mais vertigineuse. Comment combattre un monstre né de la destruction sans redevenir soi-même prisonnier d'une logique de destruction? Le plan de Noda semble rationnel. Il est construit avec des chiffres, des câbles, des navires, des calculs de pression et une compréhension précise du milieu marin. Mais derrière cette stratégie technique, il y a une vérité beaucoup plus humaine. Les survivants qui se rassemblent ne veulent pas fabriquer un nouveau massacre. Ils veulent empêcher que le Japon soit encore une fois transformé en tombeau. Dans la salle où le plan est expliqué, les hommes écoutent avec une gravité particulière. Beaucoup ont connu la guerre. Beaucoup ont vu ce que des ordres venus d'en haut pouvaient coûter au corps d'en bas. Alors, quand Noda insiste sur le fait que personne ne doit mourir inutilement, cette phrase n'est pas seulement une consigne, c'est presque une déclaration de rupture avec le passé. Cette fois, on ne glorifiera pas la mort. Cette fois, l'objectif n'est pas de produire des martyrs, mais des survivants. Le film ne rend pas cette idée naïve. Tout le monde sait que le combat sera dangereux. Face à Godzilla, promettre un retour, certains seraient mentir. Mais il y a une différence fondamentale entre risquer sa vie pour sauver les autres et organiser sa propre mort comme si elle était le seul chemin vers l'honneur. C'est exactement cette différence que Shikishima n'arrive pas encore à accepter. Pour lui, la mission aérienne prend une couleur de destin. Il a été formé pour piloter vers sa propre disparition. Il a fui cette disparition une première fois. Depuis, son existence entière ressemble à un procès intérieur. Alors quand il se retrouve devant la possibilité de percuter Godzilla avec un avion chargé d'explosifs, il croit voir une conclusion logique. Une boucle qui se referme. Une dette enfin payée. Mais le film nous laisse comprendre que cette logique est un piège. Parce que mourir n'effacerait pas Odo. Mourir ne ramènerait pas Noriko. Mourir ne rendrait pas Akiko moins seul. Mourir donnerait peut-être à Shikishima quelques secondes d'illusion héroïque, mais après l'explosion, ce qui reste devrait encore vivre avec son absence. Tachibana, justement, devient l'homme placé au cœur de cette contradiction. Au départ, il représentait la condamnation. Son regard disait à Shikishima « Tu aurais dû agir, tu aurais dû mourir, tu aurais dû sauver les autres ». Sa haine semblait confirmer la honte du pilote. Mais plus le film avance, plus cette relation se complique. Tachibana n'est pas seulement un juge. Il est aussi un survivant, écrasé par la même nuit, enfermé dans la même mémoire, incapable de déposer les morts ailleurs que dans la colère. Quand Shikishima revient vers lui avec son projet de mission finale, Tachibana voit immédiatement ce qui se joue. Il reconnaît le désir de mort. Il comprend que Shikishima ne cherche pas seulement une solution militaire. Il cherche à se condamner lui-même avec élégance. Le travail sur l'avion devient donc une scène de préparation, mais aussi une scène de confrontation silencieuse entre deux visions de la réparation. L'appareil est puissant, rapide, conçu pour une guerre qui a laissé derrière elle des machines et des hommes inutilisés, inachevés, abîmés. En le préparant contre Godzilla, Tachibana et Shikishima transforment un outil de guerre en dernier espoir civil. Mais cette transformation peut aller dans deux directions, le sacrifice ou la survie. Et c'est là que le détail du siège éjectable devient capital. Le film garde cette possibilité comme une information essentielle. Elle n'est pas seulement mécanique, elle est morale. Un siège éjectable, dans cette histoire, ce n'est pas un gadget, c'est la preuve qu'un autre choix existe. Même dans une mission qui ressemble à une attaque kamikaze, il y a une porte de sortie. Même dans un cockpit chargé de morts, la vie peut encore être prévue, pensée, protégée. Tachibana, en intégrant ou en révélant cette possibilité, cesse d'être seulement l'homme de la rancune. Il devient celui qui offre à Shikishima une chance de rompre le cycle. Il ne lui enlève pas le danger. Il ne lui promet pas le pardon. Mais il lui donne une option que l'ancien monde ne lui avait pas donnée. Accomplir la mission
et revenir. Cette nuance est l'un des plus beaux renversements du film, car au début, Shikishima est jugé pour ne pas être mort. À la fin, il devra comprendre que sa vraie victoire sera peut-être de refuser de mourir. Pendant que cette dimension intime se prépare, l'opération maritime prend forme. Des navires civils sont mobilisés. Les équipages acceptent de participer malgré la peur. Des anciens soldats montent à bord, mais sans la posture rigide d'une armée impériale. Ce sont des hommes ordinaires, avec leurs cicatrices, leurs limites, leurs familles, leurs fatigues. Ils ne chantent pas la gloire, ils calculent les risques. Ils savent que Godzilla peut les balayer. L'atmosphère avant la bataille est donc très différente d'une charge militaire classique. Il y a de l'organisation, bien sûr, mais aussi une fragilité palpable. Les bateaux ne sont pas des cuirassés invincibles, les hommes ne sont pas des héros invulnérables. Tout peut échouer. Un câble peut céder, un timing peut être raté. Une réaction imprévue du monstre peut transformer le plan en massacre. Et pourtant, ils y vont. C'est cette décision collective qui donne à la bataille une grandeur particulière. Le film ne dit pas que les civils sont plus forts que Godzilla. Il dit que, même diminués, même abandonnés, même traumatisés, ils peuvent refuser l'impuissance totale. Ils peuvent se coordonner, ils peuvent penser, ils peuvent agir ensemble. Quand Godzilla approche de la zone prévue, la mer elle-même devient un champ de tension. L'eau, qui avait déjà apporté les mines et les souvenirs de guerre, devient maintenant l'espace du piège. À la surface, les navires se positionnent. Les hommes attendent, surveillent, respirent court. Chaque vague peut annoncer le monstre. Chaque mouvement sous l'eau peut être le début de l'anéantissement. Godzilla surgit avec cette brutalité qui écrase les plans humains par sa seule présence. Face à lui, tout semble trop petit. Les navires paraissent fragiles. Les câbles paraissent fins. Les hommes paraissent presque minuscules, accrochés à une idée qui pourrait se briser en quelques secondes. Et pourtant, le plan commence. Les bateaux manœuvrent pour encercler le monstre, pour accrocher les dispositifs, pour l'entraîner là où la pression pourrait devenir une arme. La bataille a quelque chose de physique, presque industriel. Ce ne sont pas des rayons lumineux contre des rayons lumineux. Ce sont des cordages, des moteurs, des coques, des calculs, des cris, des ordres, des machines qui forcent contre une créature titanesque. Le film ramène le fantastique dans une matière concrète. On sent le poids, la traction, la résistance, la peur des hommes qui savent qu'un seul mouvement de Godzilla peut tout déchirer. Pendant un instant, l'idée semble fonctionner. Le monstre est pris. Les forces se combinent. Les navires tirent. Les ballons, les câbles, la stratégie de Noda cherchent à imposer au corps de Godzilla une trajectoire qu'il n'a pas choisie. C'est une image puissante. L'humanité. Presque sans armes, essayant de vaincre par coordination ce qu'elle ne peut pas vaincre par puissance. Mais Godzilla n'est pas seulement grand. Il est monstrueusement résistant. Il lutte. Il résiste à la traction. Il menace les navires par sa force brute. Et chaque seconde rappelle que l'intelligence humaine peut concevoir un plan parfait sur le papier, mais que la réalité d'un monstre vivant, furieux, imprévisible, peut détruire cette perfection. Quand le plan commence à faiblir, la tension change. Les hommes comprennent qu'ils ne sont pas seulement en train d'exécuter une opération dangereuse. Ils sont peut-être en train de regarder leur dernière chance s'effondrer. Si Godzilla survit à ce piège, s'il retourne vers la ville, alors Ginza n'aura été qu'un avertissement. Noda reste concentré, mais la pression est immense. Akitsu et les autres tiennent aussi longtemps qu'ils peuvent. Mizushima, malgré sa jeunesse et sa frustration initiale, se retrouve confronté à ce que signifie vraiment participer à une guerre contre une catastrophe. Ce n'est pas la gloire. Ce n'est pas le fantasme d'être enfin utile dans une grande bataille. C'est la peur brute, la responsabilité, la possibilité de voir mourir des hommes autour de soi. Le film corrige ainsi son regard sur le courage. Mizushima voulait être reconnu. Mais le combat lui montre que le courage n'est pas d'avoir été au front. C'est de choisir la vie quand la mort devient facile à romantiser. C'est de tenir sa place sans se mentir sur ce que l'on risque. Godzilla, lui, prépare sa réponse la plus terrifiante. Quand son souffle atomique menace de se libérer, les survivants comprennent qu'ils ne font plus seulement face à un corps gigantesque. Ils font face à une arme capable de supprimer toute leur opération d'un seul coup. L'énergie monte dans son dos, plaque après plaque, comme une condamnation qui s'allume.
Ce signal visuel, désormais, est presque insoutenable pour le spectateur. On sait ce que cela signifie. On a vu Ginza. On a vu la lumière et la vague de choc. On sait que si ce souffle part, la mer elle-même peut devenir un cimetière. C'est ici que la place de Shikishima devient inévitable. Dans les airs, il approche avec son avion chargé d'explosifs. Son cockpit concentre tout le passé du film. Odo, la guerre, la mission kamikaze abandonnée, la mort des mécaniciens, le regard de Tachibana. Noriko poussant son corps hors de la trajectoire de l'explosion. Akiko laissé derrière. Tout est là, avec lui, dans cet espace étroit où un homme doit décider ce que sa vie signifie. Le monstre est en dessous. Le plan maritime est en danger. Les bateaux ne peuvent pas tout faire. Le souffle atomique menace. Shikishima voit l'occasion que son désespoir attendait depuis longtemps. Plonger droit vers Godzilla, frapper, exploser, disparaître. Et pendant quelques instants, le film nous laisse croire que c'est ce qu'il veut. Parce que Shikishima lui-même le croit peut-être encore. Il a passé tant de temps à penser que sa survie était une erreur qu'il est difficile pour lui d'imaginer une rédemption sans mort. Il a tellement associé le courage au sacrifice qu'appuyer sur la trajectoire finale lui paraît presque naturel. L'avion devient alors le lieu d'un duel intérieur plus violent que le combat extérieur. Pourtant, une autre vérité existe aussi dans ce cockpit. Le siège éjectable, la possibilité préparée, le choix offert. La preuve que même dans l'instant le plus dangereux, Shikishima n'est pas obligé de se livrer à l'ancien monde. Il peut accomplir l'acte nécessaire sans s'effacer lui-même. Cette possibilité change tout, mais seulement s'il lui accepte de s'en servir. Et c'est là que Godzilla Minus One touche sa question la plus profonde. Vaincre le monstre ne suffit pas. Si Shikishima tue Godzilla en se tuant lui-même, il sauve peut-être la ville, mais il reste prisonnier du système qui l'a détruit. S'il frappe Godzilla et choisit de vivre, alors il accomplit quelque chose de beaucoup plus rare. Il transforme l'héritage de la mort en décision de vie. En dessous de lui, les hommes tiennent encore. Les navires luttent. Les câbles hurlent sous la tension. Godzilla ouvre sa gueule, prêt à relâcher une nouvelle vague d'anéantissement. Et dans le ciel, Shikishima descend vers le monstre, avec toute sa culpabilité dans le cœur, toute l'histoire du Japon derrière lui, et une seule question devant les yeux. Va-t-il répéter le sacrifice que la guerre lui avait imposé? Ou va-t-il enfin désobéir à la mort? La mer devient le dernier tribunal de Shikishima. En bas, les navires tirent de toute leur force. Les câbles sont tendus comme des nerfs prêts à rompre. Les hommes crient des ordres, corrigent les trajectoires, surveillent les instruments, tentent de garder un monstre impossible dans les limites d'un plan humain. Tout paraît calculé, mais rien ne paraît sûr. Godzilla résiste. Son corps refuse la logique qu'on veut lui imposer. Il n'est pas une masse morte que l'on peut simplement entraîner vers les profondeurs. Il lutte, il se tord, il tire contre les navires comme si la mer entière devait lui appartenir. Chaque mouvement de sa queue, chaque poussée de son corps, chaque rugissement rappelle que les hommes ne contrôlent qu'une fraction de la situation. Le plan de Noda repose sur une intelligence remarquable, mais Godzilla Minus One ne transforme jamais l'intelligence en magie. Une idée peut être brillante et rester fragile. Une opération peut être juste et quand même échouer. C'est ce qui rend la bataille si tendue. Le film ne nous montre pas un piège parfait en train de se refermer tranquillement. Il nous montre des survivants qui essaient d'imposer une chance à un monde qui ne leur en donne presque aucune. Le monstre est entraîné vers le fond. La pression augmente. Le calcul semble prendre forme. Les profondeurs deviennent une arme invisible, une force colossale que les humains ne possèdent pas, mais qu'ils tentent d'utiliser. Pendant quelques instants, on peut croire que la nature elle-même va corriger l'anomalie qu'est Godzilla. Mais le corps du monstre supporte l'insupportable. Il ne meurt pas comme prévu. Il revient contre le plan. Et cette résistance change immédiatement l'atmosphère. Ce qui ressemblait à une victoire en formation devient une panique maîtrisée de justesse. Les hommes comprennent que leur stratégie n'a pas suffi. La pression n'a pas écrasé Godzilla. La remontée ne l'a pas détruit. Le monstre sort du piège avec une rage qui semble encore plus dangereuse qu'avant. À cet instant, la peur n'est plus seulement celle de mourir en mer. C'est la peur de comprendre que même le meilleur effort collectif peut échouer. Noda, Akitsu et les autres n'ont pourtant pas combattu pour rien. Leur plan a affaibli Godzilla,
l'a placé dans une situation critique, l'a forcé à révéler ses limites. Mais il reste debout, il reste capable de frapper. Et surtout, il reste capable de libérer son souffle atomique. La préparation de cette attaque donne à la scène une tension presque insoutenable. Les plaques dorsales de Godzilla s'illuminent les unes après les autres. Ce signal, le spectateur le connaît maintenant comme une condamnation. À Ginza, il annonçait l'effacement d'un quartier, la disparition de Noriko, la destruction d'une reconstruction civile. Ici, en mer, il annonce peut-être la fin de toute l'opération. Les hommes n'ont pas le temps de fuir. Les navires sont trop proches. Le piège a exigé qu'ils s'approchent du monstre, et cette proximité devient soudain leur sentence. Toute la philosophie de Noda, tout le refus des morts inutiles, toute la volonté de ramener les hommes vivants, tout cela se retrouve menacé par une seule respiration de Godzilla. Alors Shikishima apparaît dans le ciel. Son avion descend vers le monstre avec une trajectoire claire, presque implacable. Vu d'en bas, il ressemble à la dernière flèche d'un pays épuisé. Vu de l'intérieur, c'est autre chose, un cockpit rempli de fantômes. Shikishima ne pilote pas seulement contre Godzilla. Il pilote contre tous les moments où il s'est senti indigne. Il revoit Odo, il revoit les mécaniciens qui comptaient sur lui. Il revoit Tachibana au milieu des morts. Il revoit la maison détruite, les reproches de Sumiko, les cauchemars, les nuits où il ne parvenait plus à respirer. Il revoit Noriko, son geste, son corps qui le pousse hors de danger. Il revoit Akiko, petite, dépendante, déjà trop familière avec l'absence. Tout converge vers ce piqué. Le film construit cet instant comme une répétition exacte de ce que la guerre attendait de lui. Un pilote, un avion, une cible, une mort volontaire. Pendant des années, Shikishima a cru que sa lâcheté avait commencé parce qu'il n'avait pas su accomplir ce geste. Maintenant, le monde lui offre l'occasion de le faire enfin, sous une forme presque acceptable. Il ne viserait plus un navire ennemi. Il viserait un monstre. Il ne mourrait plus pour un empire vaincu. Il mourrait pour sauver des civils. C'est précisément pour cela que le piège moral est si fort. Une mort héroïque peut parfois ressembler à une guérison, alors qu'elle n'est qu'une blessure qui se referme mal. Shikishima pourrait mourir en donnant au monde une victoire, mais le film nous a préparés à comprendre que cette victoire serait incomplète. Parce que le vrai ennemi dans son cœur n'est pas seulement Godzilla. C'est l'idée que sa vie ne vaut quelque chose que lorsqu'elle se termine. Tachibana, en préparant l'avion, a laissé une autre possibilité. Le siège éjectable existe. La sortie existe. La survie existe. Mais une possibilité technique n'est rien si l'homme refuse de l'utiliser. Il faut plus qu'un mécanisme pour sauver Shikishima. Il faut un basculement intérieur. Et ce basculement se joue dans une fraction de seconde. L'avion plonge. Godzilla charge son souffle. Les navires sont condamnés si rien ne l'arrête. Shikishima doit frapper vite, fort, au bon endroit. Il vise la gueule du monstre, là où l'énergie se concentre, là où la catastrophe est sur le point de sortir. Le geste est fou, précis, presque impossible. Mais dans cette trajectoire, il y a enfin une différence avec le passé. Cette fois, Shikishima n'obéit pas à un ordre qui méprise sa vie. Il choisit une action pour sauver celle des autres. Cette fois, il n'est pas réduit à une arme jetable. Il est un homme qui décide. Et surtout, cette fois, il peut revenir. L'avion atteint Godzilla. L'impact dans la gueule du monstre provoque une réaction immense. L'énergie atomique, au lieu d'être libérée vers les navires, se retourne contre le corps de Godzilla. La puissance accumulée se transforme en destruction interne. Le monstre, qui avait utilisé son souffle comme une sentence contre les hommes, devient prisonnier de sa propre catastrophe. L'explosion est à la fois spectaculaire et profondément symbolique. Godzilla n'est pas vaincu par une simple force supérieure. Il est détruit par la combinaison de l'intelligence collective, du courage civil, de la technique et du choix d'un homme qui refuse enfin de n'être qu'un mort en attente. Mais pendant quelques secondes, personne ne sait si Shikishima a survécu. C'est un silence cruel, parce que toute l'histoire nous a préparés à craindre son sacrifice. Les hommes regardent le ciel, la mer, les débris. Ils savent ce qu'il avait prévu. Ils savent ce que ce type de mission signifiait pour lui. Et le spectateur lui-même reste suspendu à cette question. A-t-il vraiment désobéi à la mort? Puis le parachute apparaît. Ce petit signe dans le ciel change le sens de toute la bataille. Il ne dit pas seulement que Shikishima est vivant. Il dit que le cycle a été brisé. Il a attaqué Godzilla. Il a sauvé les autres.
Il a accompli le geste qu'il croyait devoir payer de sa vie, mais il n'a pas laissé la mort prendre la récompense. Pour Tachibana, ce parachute est peut-être aussi une libération. Lui qui portait la rancune d'Odo voit l'homme qui l'accusait choisir enfin l'action, mais pas le suicide. Il voit que la réparation ne passe pas nécessairement par un cadavre de plus. Et peut-être, dans ce moment, comprend-il lui aussi que les morts d'Odo ne seront pas honorés par la répétition de la même logique sacrificielle. Sur les navires, l'émotion éclate. Les hommes qui ont tenu face à Godzilla voient non seulement le monstre tomber, mais aussi l'un des leurs revenir. C'est essentiel. Le film ne célèbre pas seulement la destruction du kaiju, il célèbre le retour d'un survivant. Dans un autre récit, le sommet héroïque aurait été l'explosion. Ici, le sommet moral est le parachute, parce que Godzilla Minus One ne raconte pas simplement comment un monstre est vaincu. Il raconte comment un homme apprend que vivre peut être plus courageux que mourir. Et cette idée, dans le contexte d'un Japon d'après-guerre, porte une force immense. Le film regarde une culture du sacrifice, une mémoire de catastrophe, une génération de survivants, et il ose dire « Le futur ne se construira pas avec ceux qui disparaissent, mais avec ceux qui acceptent de revenir. » Godzilla s'effondre détruit par la puissance retournée contre lui. La mer avale les restes du combat. Les navires portent des hommes épuisés, mais vivants. L'opération, malgré ses failles, malgré ses risques, malgré son improvisation, a fonctionné. Pas parce qu'un seul héros a tout accompli, parce qu'un collectif a rendu possible le moment où Shikishima pouvait agir. Cette nuance est très importante. Shikishima frappe le coup décisif, mais il n'est pas seul. Sans Noda, il n'y aurait pas eu de plan. Sans Akitsu et les équipages, il n'y aurait pas eu de piège. Sans les civils volontaires, Godzilla n'aurait pas été fixé en mer. Sans Tachibana, l'avion n'aurait pas été prêt, et surtout, la possibilité de survie n'aurait pas existé. Sans Noriko et Akiko, Shikishima n'aurait peut-être jamais eu une raison de revenir. Le film refuse donc le fantasme du héros isolé. Il montre que la guérison est collective. Même quand un homme doit prendre une décision seul dans un cockpit, cette décision est préparée par les liens qu'il a avec les autres. Quand Shikishima est récupéré, ce n'est pas seulement un pilote que l'on sauve de la mer. C'est un homme qui revient enfin dans sa propre vie. Il n'est plus exactement celui qui avait fui la mort. Il n'est plus seulement celui qui avait survécu à Odo. Il n'est plus l'homme qui pensait que son existence devait être remboursée par un sacrifice. Il a choisi de vivre après avoir agi. Cette phrase pourrait sembler simple, mais pour lui, elle représente une révolution intérieure. Car jusqu'ici, Shikishima subissait la survie comme une condamnation. Après la bataille, il peut peut-être commencer à la recevoir comme une responsabilité. Pas une responsabilité punitive, pas une dette infinie, mais une chance difficile. Être là pour Akiko, honorer Noriko autrement que par la mort, porter les disparus sans les rejoindre trop tôt. Le retour vers la Terre prend alors une valeur presque sacrée. Le Japon a repoussé Godzilla. Les hommes ont refusé le suicide collectif. Shikishima a refusé son propre effacement. Mais la douleur n'est pas terminée pour autant. La victoire ne ressuscite pas ceux que l'on croit perdus. Elle ne reconstruit pas immédiatement les quartiers détruits. Elle ne soigne pas d'un coup les cauchemars. Elle ouvre seulement une porte. Et pour Shikishima, cette porte mène vers Akiko. La petite fille l'attend dans un monde où Noriko manque encore. Il revient vivant, et ce retour est déjà une réponse à la promesse silencieuse du film. Il ne laissera pas l'enfant porter une absence de plus. Il ne transformera pas sa culpabilité en abandon. Il ne fera pas de sa mort un dernier geste supposé noble. Quand il revient auprès d'elle, l'émotion ne vient pas d'une grande victoire nationale. Elle vient de quelque chose de beaucoup plus simple. Un homme qui devait mourir revient dans les bras de la vie. Mais Godzilla Minus One garde encore une dernière secousse émotionnelle. Car l'histoire de Noriko n'est pas complètement fermée. Sa disparition à Ginza semblait définitive, écrasante, presque impossible à contester. Elle avait donné à Shikishima son deuil le plus violent. Elle avait transformé Akiko en enfant privé une nouvelle fois d'une figure maternelle. Elle avait poussé le pilote au bord du sacrifice. Et pourtant, après la bataille, un message arrive. Noriko est vivante. Noriko est vivante. Cette révélation arrive comme une respiration impossible après une longue noyade. Le film avait construit sa disparition avec une telle violence que son retour ne ressemble pas simplement à un retournement de scénario. Il ressemble à une grâce.
Une grâce fragile, presque miraculeuse, mais une grâce quand même. Pour Shikishima, l'annonce ne signifie pas seulement que la femme qu'il aime a survécu. Elle signifie que le monde n'est peut-être pas uniquement une machine à lui prendre ce qu'il commence à aimer. Elle signifie que sa vie n'est pas forcément condamnée à produire de nouvelles pertes autour de lui. Elle signifie que la survie peut enfin être partagée. Jusqu'ici, survivre était pour lui une solitude. Il avait survécu à sa mission kamikaze non accomplie. Il avait survécu à Odo, il avait survécu à la mort de ses parents. Il avait survécu à Ginza, pendant que Noriko semblait disparaître. Chaque fois, il restait debout au milieu des absents. Chaque fois, la vie ressemblait moins à un cadeau qu'à une accusation. Mais cette fois, quelqu'un revient aussi. Et ce détail transforme tout. Quand Shikishima retrouve Noriko à l'hôpital, l'émotion du film atteint une forme de douceur presque douloureuse. Elle est blessée, affaiblie, marquée par ce qu'elle a traversé, mais elle est là. Son visage, sa voix, sa présence, tout contredit la certitude de perte qui avait écrasé Shikishima après Ginza. Il ne revient donc pas seulement victorieux d'un combat contre Godzilla. Il revient dans une vie qui l'attend encore. Akiko peut retrouver Noriko. Noriko peut revoir Shikishima vivant. Et Shikishima peut enfin recevoir une chose qu'il ne s'autorisait plus. La possibilité d'un foyer qui ne soit pas immédiatement détruit par sa présence. La scène est puissante parce qu'elle ne gomme pas la douleur. Noriko n'est pas indemne. Shikishima n'est pas soudain libéré de tous ses cauchemars. Le Japon n'est pas reconstruit en une nuit. Mais quelque chose d'essentiel s'est déplacé. La mort n'a pas tout pris. Cette nuance fait la force de la fin. Le film ne dit pas que la souffrance disparaît. Il dit que la souffrance n'a pas forcément le dernier mot. Shikishima a accompli le geste qu'il pensait devoir payer de sa vie. Il a affronté Godzilla. Il a foncé vers la gueule du monstre. Il a pris la décision que tout son passé rendait presque impossible. Mais il a aussi utilisé la sortie. Il a accepté l'éjection. Il a choisi de revenir. Et c'est ce choix qui donne au personnage sa vraie victoire. Si Shikishima était mort dans l'explosion, certains auraient pu parler d'héroïsme. Mais le film aurait alors laissé intacte la vieille équation qui le hantait depuis le début. Valeur égale sacrifice. En le faisant survivre, Godzilla Minus One casse cette équation. Il affirme qu'un homme peut être courageux sans se supprimer. Il peut réparer sans disparaître. Il peut honorer les morts en protégeant les vivants, non en les rejoignant. Cette idée est d'autant plus forte que le film se déroule dans l'après-guerre. Il ne regarde pas seulement un individu traumatisé. Il regarde une société qui doit changer de rapport à la mort. Les personnages ont vécu dans un monde où l'on pouvait exiger d'eux qu'ils donnent leur vie pour une cause plus grande qu'eux, souvent sans leur laisser le droit de questionner cette cause. La bataille finale propose une autre forme d'honneur, revenir ensemble. Noda l'avait formulé dans le plan. Il ne voulait pas de mission suicide. Il ne voulait pas répéter les erreurs d'un système qui avait trop facilement transformé les hommes en ressources jetables. Et quand Shikishima survit, ce principe cesse d'être une simple consigne tactique. Il devient le cœur moral du film. Le Japon qui gagne contre Godzilla n'est pas un Japon qui retrouve sa grandeur par le sacrifice massif. C'est un Japon qui trouve une dignité nouvelle en refusant de gaspiller ses survivants. Les hommes sur les navires ne sont pas célébrés parce qu'ils ont voulu mourir. Ils sont célébrés parce qu'ils ont osé vivre face à ce qui semblait invincible. Mizushima, qui se sentait frustré de ne pas avoir connu la guerre, comprend enfin que l'expérience qu'il idéalisait n'a rien d'un passage glorieux. Il n'avait pas besoin de la guerre pour prouver sa valeur. Il avait besoin de comprendre ce que protéger veut dire. Akitsu, Noda, Tachibana, Sumiko, Noriko, Akiko. Chacun, à sa manière, participe à la guérison de Shikishima. C'est une guérison incomplète, bien sûr, mais réelle. Le film ne présente jamais le traumatisme comme une porte que l'on ferme définitivement. Il le montre plutôt comme une pièce sombre dans laquelle la lumière peut entrer par petites fissures. Noriko est l'une de ces fissures. Akiko en est une autre. Le parachute de Shikishima en est une troisième. Et ensemble, ces signes forment une réponse à la noirceur initiale du film. Au début, Shikishima arrive vivant sur une île où sa survie est vue comme une honte. À la fin, il revient vivant d'un combat où sa survie est la preuve qu'il a enfin compris. Ce renversement donne à la structure du récit une beauté très précise. Le même fait, être vivant,
passe de la condamnation à la libération. Mais le film ne se termine pas dans une lumière totalement pure, car dans le cou de Noriko, une marque sombre apparaît. Elle est discrète, mais elle attire immédiatement le regard. Une trace noire, étrange, inquiétante, comme si quelque chose de Godzilla ou de sa contamination avait touché son corps. Le film ne l'explique pas clairement. Il ne donne pas de discours médical, pas de solution rassurante, pas de réponse définitive. Et cette absence d'explication ouvre une inquiétude profonde. Noriko a survécu, oui, mais à quel prix? Cette marque signifie-t-elle une exposition aux radiations? Une forme d'infection? Un lien mystérieux avec l'énergie de Godzilla? Une simple cicatrice symbolique? Le film laisse volontairement cette question flotter et ce choix empêche la fin de devenir trop confortable. Parce que Godzilla Minus One sait que les catastrophes ne se terminent pas exactement quand le monstre tombe. Les survivants portent des traces, certaines sont visibles, d'autres non. Le corps de Noriko, comme l'esprit de Shikishima, rappelle que même quand la vie continue, elle continue avec des marques. Cette marque noire fonctionne donc à plusieurs niveaux. Elle peut être l'indice d'un danger futur. Elle peut suggérer que la destruction nucléaire laisse derrière elle des conséquences invisibles, retardées, impossibles à contrôler. Elle peut aussi incarner le traumatisme lui-même. Quelque chose que l'on croit avoir dépassé, mais qui reste sous la peau. Et c'est précisément parce que Noriko est vivante que cette marque est troublante. Si elle était morte, la tragédie serait claire. En survivant, elle porte une ambiguïté. Le film nous donne le soulagement, puis il y glisse une ombre. Comme pour dire, la vie revient, mais elle ne revient jamais complètement intacte. Cette ambiguïté rejoint le dernier signe laissé par Godzilla. Dans la mer, après la destruction du monstre, on aperçoit une forme de régénération, une matière qui semble se reconstituer. Là encore, le film refuse de tout fermer. Godzilla a été vaincu, mais peut-on vraiment tuer ce qu'il représente? Peut-on détruire définitivement une créature qui incarne la mémoire nucléaire, la violence de l'histoire, la catastrophe qui revient sous une nouvelle forme? La réponse semble être « pas vraiment ». Godzilla peut tomber. Son corps peut exploser. Une bataille peut être gagnée. Mais le monstre, en tant que symbole, reste toujours prêt à revenir. C'est l'une des forces de cette créature depuis ses origines. Elle n'est jamais seulement un animal géant. Elle est ce que l'humanité fabrique, réveille, subit, refoule, puis retrouve. Dans Godzilla Minus One, cette idée est particulièrement douloureuse parce que le pays est déjà en dessous de zéro. La victoire finale ne remet pas tout à neuf. Elle évite un effondrement supplémentaire. Elle permet une respiration. Elle sauve des vies. Mais elle ne promet pas un monde débarrassé à jamais des monstres. Et c'est peut-être pour cela que la fin fonctionne si bien. Elle équilibre 3 émotions en même temps. La joie de voir Shikishima survivre, le soulagement de retrouver Noriko et l'inquiétude sourde de comprendre que les traces de Godzilla ne sont pas totalement effacées. Le spectateur sort donc avec une sensation complexe. Il a reçu une fin émotionnellement satisfaisante, mais pas naïve. Le héros n'est pas mort, la famille peut se reformer. Le monstre est vaincu. Pourtant, quelque chose reste ouvert, presque contaminé, comme si le film refusait de nous laisser oublier que les grandes catastrophes continuent longtemps après leur image la plus spectaculaire. Cette maturité distingue Godzilla Minus One de beaucoup de récits de destruction plus simples. Le film sait offrir une libération sans trahir son sujet. Il sait donner au public le moment qu'il espère. Shikishima vivant, Noriko vivante, Akiko retrouvant ses repères, tout en gardant la gravité d'un monde qui ne guérit pas par miracle. Le plus beau, dans le parcours de Shikishima, c'est que sa rédemption ne vient pas d'un pardon prononcé par quelqu'un d'autre. Aucun personnage ne lui donne une absolution totale, officielle, définitive. Ce n'est pas le genre de blessure que l'on efface avec une phrase. Sa rédemption vient d'un acte, puis d'un choix. L'acte, affronter Godzilla pour sauver les autres. Le choix, survivre après l'avoir fait. Et ce deuxième élément est indispensable, car le film ne confond jamais punition et justice. Shikishima ne devait pas être puni pour avoir eu peur. Il devait apprendre à ne plus laisser cette peur gouverner sa valeur. Il devait comprendre que son erreur à Odo ne pouvait pas être annulée, mais que son avenir pouvait encore être orienté. Cette différence entre annulé et orienté est capitale. On ne supprime pas le passé. On ne ressuscite pas les morts. On ne réécrit pas l'instant où il n'a pas tiré.
Mais on peut décider que cet instant ne sera pas le seul auteur du reste de la vie. Shikishima ne devient pas innocent. Il devient responsable autrement. Et c'est une vision beaucoup plus adulte de la guérison. Noriko, en survivant elle aussi, participe à cette nouvelle direction. Elle ne revient pas comme un simple prix donné au héros. Elle revient comme une personne qui a elle-même traversé l'enfer. Son corps porte une trace. Son regard porte une fatigue. Elle n'est pas l'objet d'une récompense romantique. Elle est une survivante parmi les survivants. Avec Akiko, elle forme la possibilité d'une famille qui ne nie pas la tragédie, mais qui choisit de continuer quand même. Et dans ce choix, il y a toute la réponse du film à la destruction. Godzilla détruit les villes, la guerre détruit les familles, la honte détruit les hommes de l'intérieur. Mais il existe une forme de résistance qui ne ressemble pas à une explosion. Elle ressemble à une maison reconstruite, à un enfant que l'on élève, à un homme qui rentre, à une femme blessée qui respire encore, à des voisins qui se soutiennent, à des civils qui refusent que la mort décide seule de la valeur des vivants. C'est là que Godzilla Minus One atteint sa vraie grandeur. Le film donne au monstre une puissance terrifiante, mais il ne laisse jamais le spectacle avaler l'humain. Chaque destruction compte parce qu'elle touche des vies déjà installées dans notre mémoire. Chaque plan de reconstruction compte parce qu'il montre ce que le monstre menace de reprendre. Chaque geste de courage compte parce qu'il se mesure non pas au bruit qu'il fait, mais aux vies qu'il protège. Et quand le récit approche de sa conclusion, une idée demeure au-dessus de toutes les autres. Shikishima n'a pas vaincu Godzilla parce qu'il a enfin accepté de mourir. Il l'a vaincu parce qu'il a enfin trouvé une raison de vivre qui était plus forte que son envie de disparaître. La fin de Godzilla Minus One paraît d'abord offrir une victoire nette. Godzilla est détruit. Shikishima est vivant. Noriko est vivante. Akiko peut retrouver les deux adultes qui sont devenus son foyer. Après tant de ruines, tant de culpabilité, tant de peur, le film donne enfin au spectateur une image de réunion. Une image où la vie, malgré tout, reprend sa place. Mais cette fin n'est pas une fermeture simple. Elle agit plutôt comme une cicatrice. De loin, on voit une guérison. De près, on distingue encore la blessure. Shikishima arrive au terme de son parcours, mais il ne devient pas un homme sans passé. C'est très important. Le film ne prétend jamais que la victoire contre Godzilla efface au dos la guerre, les morts, la honte, les cauchemars. Il ne transforme pas le traumatisme en simple obstacle narratif que l'on dépasse avec une explosion finale. Ce que Shikishima gagne, ce n'est pas l'oubli. Ce qu'il gagne, c'est le droit de continuer sans croire que continuer est une faute. Au début, il survivait contre lui-même. À la fin, il survit pour quelqu'un. Cette différence change toute la signification de son personnage. Son corps vivant, qui était presque une preuve d'échec dans le regard des autres et dans son propre regard, devient la preuve d'un choix nouveau. Il a vu la mort en face, il a affronté le monstre, il a accompli l'action nécessaire, puis il a utilisé le siège éjectable. Il a refusé que la mission devienne son tombeau. Dans un film construit autour d'un ancien pilote kamikaze, ce détail est immense. Car l'histoire aurait pu choisir une trajectoire plus facile. Faire mourir Shikishima dans un sacrifice spectaculaire, arracher des larmes au public, transformer sa culpabilité en explosion glorieuse. Mais Godzilla Minus One choisit une voie plus forte. Il affirme que la vraie rédemption ne consiste pas toujours à donner sa vie. Parfois, elle consiste à la reprendre. Shikishima devait apprendre que mourir n'aurait pas réparé ce qu'il avait perdu. Mourir aurait seulement ajouté une absence à d'autres absences. Il aurait laissé Akiko derrière lui. Il aurait laissé Noriko, vivante, revenir dans un monde où lui aurait disparu. Il aurait confirmé l'idée que son existence ne pouvait trouver sa valeur qu'en s'éteignant. En survivant, il casse cette malédiction. Et ce choix éclaire aussi la victoire collective. Les civils n'ont pas seulement battu Godzilla avec un plan ingénieux. Ils ont battu une manière ancienne de penser la valeur humaine. Noda ne voulait pas d'une mission suicide. Les équipages n'étaient pas là pour devenir des symboles morts. Tachibana n'a pas seulement préparé une arme, il a préparé une possibilité de retour. Tous ces éléments se rejoignent dans le même message. Après la guerre, la dignité ne doit plus être cherchée dans la disparition des hommes. Elle doit être cherchée dans leur retour. C'est pourquoi le parachute de Shikishima compte presque autant que l'explosion de Godzilla. Le monstre qui tombe, c'est la victoire extérieure.
Le pilote qui revient, c'est la victoire intérieure. Sans ce retour, le film aurait vaincu Godzilla tout en laissant Shikishima prisonnier de la guerre. Avec ce retour, il lui offre enfin une rupture. Mais la marque noire sur Noriko empêche la fin de devenir trop apaisante. Cette trace, visible sur son cou, reste l'un des grands mystères de la conclusion. Le film ne la clarifie pas entièrement, et cette retenue la rend plus inquiétante. Elle peut évoquer les conséquences invisibles de l'exposition à la destruction de Godzilla. Elle peut suggérer une contamination, une blessure liée à l'énergie du monstre, ou une forme de marque radioactive. Elle peut aussi être l'image physique d'une vérité plus large. On survit, mais on ne sort pas intact d'un tel désastre. Noriko est vivante, oui, mais son corps porte une question. Et cette question change la texture du soulagement. Le spectateur est heureux de la revoir, mais il ne peut pas ignorer cette ombre. Elle est comme un rappel silencieux. La catastrophe laisse toujours des traces que l'on ne comprend pas tout de suite. Certaines douleurs se révèlent plus tard. Certaines conséquences restent sous la peau. Dans un film où Godzilla est lié à la mémoire nucléaire, cette marque prend une résonance particulièrement forte. Le danger nucléaire n'est pas seulement l'explosion visible, le souffle, la lumière, l'effondrement immédiat, c'est aussi l'après. Ce qui reste dans les corps, dans les lieux, dans les générations, dans la peur. La marque de Noriko peut donc être vue comme le signe que même la survie heureuse est traversée par une inquiétude historique. Le film donne la vie, mais il refuse l'innocence. Le dernier indice concernant Godzilla va dans la même direction. Dans la mer, les restes du monstre semblent montrer une forme de régénération. Là encore, rien n'est longuement expliqué. Mais l'image suffit à ouvrir une porte. Godzilla a été détruit, pourtant quelque chose de lui peut recommencer. Sa chair, son énergie, sa nature monstrueuse ne disparaissent peut-être pas aussi simplement. Cette image fonctionne évidemment comme une possibilité de suite. Mais elle a aussi une valeur symbolique plus profonde. On peut gagner une bataille contre le traumatisme, mais le traumatisme peut se reformer. On peut repousser une catastrophe, mais les conditions qui l'ont créée peuvent rester. On peut tuer le monstre à un instant donné, mais ce qu'il représente, la violence humaine, la technologie incontrôlée, la mémoire de la guerre, la peur nucléaire peut toujours revenir sous une autre forme. Voilà pourquoi la fin est si intelligente. Elle donne une résolution émotionnelle sans fermer complètement le monde. Shikishima peut respirer, Noriko peut sourire, Akiko peut être tenue dans les bras. Mais quelque part sous la surface, Godzilla n'est pas seulement un cadavre. Il est une menace qui rappelle que l'histoire ne disparaît jamais totalement. Le titre -1 garde alors toute sa force jusqu'au bout. Au début, il désigne un Japon descendu plus bas que zéro, un pays détruit auquel on retire encore quelque chose. À la fin, on pourrait croire que le pays remonte enfin vers zéro. Mais le film ne dit pas que tout est réparé. Il dit plutôt que remonter est possible. Lentement, douloureusement, avec des pertes, avec des marques, avec des monstres peut-être encore cachés dans les profondeurs. Ce mouvement de -1 vers une possibilité de vie donne au film sa puissance émotionnelle. Shikishima ne devient pas un héros parce qu'il détruit Godzilla. Il devient un homme capable d'avenir parce qu'il accepte enfin de vivre après l'avoir détruit. Noriko ne devient pas seulement le symbole d'un amour sauvé. Elle devient une survivante marquée, preuve que l'espoir et l'inquiétude peuvent coexister dans le même corps. Akiko ne représente pas seulement l'innocence. Elle représente l'obligation morale de construire un monde où les enfants ne paient pas éternellement les dettes des adultes. Et les civils, eux, représentent le Japon qui refuse de rester prisonnier de sa propre destruction. Ce qui rend Godzilla -1 si marquant, c'est que le film comprend la grandeur du spectacle sans oublier la gravité de l'humain. Godzilla est terrifiant parce qu'il est immense, mais aussi parce qu'il arrive dans une histoire où chaque vie a déjà été fragilisée. La destruction de Ginza bouleverse parce qu'avant de voir les bâtiments tomber, nous avons vu Noriko essayer de travailler, Shikishima essayer de reconstruire, Akiko essayer de grandir. Le combat final impressionne parce qu'il met en jeu non pas des soldats anonymes, mais des survivants que la guerre a déjà trop utilisés. Takashi Yamazaki donne ainsi aux monstres une présence spectaculaire, mais il donne aux humains une véritable épaisseur morale. Le film ne se contente pas de demander « Comment arrêter Godzilla ?» Il demande « Quel genre de peuple voulons-nous être après la catastrophe ?»
Quel genre de courage mérite d'être transmis? Que vaut une victoire si elle répète les cruautés du passé? La réponse du film est claire dans son émotion, même si elle reste complexe dans ses images. Le courage n'est pas la recherche de la mort. Le courage, ici, c'est de revenir. Revenir après la honte, revenir après l'échec, revenir après la guerre, revenir après la perte, revenir après avoir cru que l'on ne méritait plus aucune paix. Shikishima revient de très loin. Pas seulement de la mer, pas seulement du ciel, pas seulement d'un combat contre Godzilla. Il revient d'une idée mortelle de lui-même. Il revient d'un monde qui lui avait appris que sa vie appartenait à la guerre. Et quand il rejoint Noriko et Akiko, même avec l'ombre de la marque noire, même avec la possibilité du retour de Godzilla, il prouve que l'avenir peut commencer dans une pièce d'hôpital avec des survivants qui se regardent enfin sans que la mort décide tout à leur place. C'est pour cela que le film touche autant. Parce qu'au fond, Godzilla Minus One ne raconte pas seulement la victoire contre un monstre géant. Il raconte la bataille contre une phrase intérieure. « Je n'aurais pas dû vivre ». Pendant presque tout le film, Shikishima croit cette phrase. Elle le poursuit dans ses cauchemars, dans ses silences, dans son incapacité à aimer pleinement Noriko, dans sa distance avec Akiko, dans son besoin de payer une dette impossible. Godzilla donne à cette phrase un corps, un rugissement, une gueule ouverte sur l'anéantissement. Mais à la fin, Shikishima répond autrement. Il ne répond pas par un discours. Il répond par un geste, il frappe le monstre, puis il revient. Et dans ce retour, il y a toute la beauté du film. Une beauté grave, blessée, jamais naïve. La mer peut encore cacher des restes de Godzilla. Noriko peut encore porter une marque inquiétante. Le Japon peut encore avoir des ruines à relever. Mais quelque chose a changé. La vie n'est plus seulement ce qui reste après la catastrophe. Elle devient ce qu'il faut défendre contre elle. Godzilla Minus One réussit alors ce que les grands films de monstres accomplissent rarement avec autant de précision. Il fait du gigantesque une manière de mieux regarder l'intime. Il utilise la créature, le chaos, les effets visuels, les destructions, non pour écraser les personnages, mais pour révéler ce qu'ils ont de plus fragile et de plus précieux. Et lorsque le film se termine, une impression demeure. Godzilla pourra peut-être revenir. L'histoire pourra peut-être rouvrir ses blessures. Les survivants porteront longtemps leur marque. Mais Shikishima, lui, a franchi une ligne invisible. Il n'est plus seulement l'homme qui a échappé à la mort. Il est l'homme qui a choisi la vie. Et dans un monde descendu à -1, ce choix vaut déjà une reconstruction.